Bienvenue, bonjour à tous. Commençons par le sommaire de ce journal. Une conférence de presse pour dire non au mouvement de grève de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, promet des sanctions sévères. Toujours en Côte d'Ivoire, des réjouissances à Guinglo-Sropan dans la région ouest. Ce village est désormais sorti de l'obscurité après plus de 30 ans. Guinglo-Sropan est connecté aujourd'hui au réseau électrique. Enfin, plusieurs morts dans des incidents à Khartoum, la capitale du Soudan. Le séminaire gouvernemental s'est tenu hier à la primature dans la commune du Plateau. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, a expliqué aux autres membres du gouvernement ivoirien le budget programme. La Côte d'Ivoire, on le sait, va changer de doctrine budgétaire à partir de 2020. Les précisions de Mahama Traoré. Donner plus d'efficacité à la dépense publique en passant du statut de budget de moyens à celui de budget programme. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement à l'échéance du 1er janvier 2020. Cette mutation fait suite à une directive de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, visant à renforcer la cohérence entre les objectifs de développement d'un pays et les allocations budgétaires. Cette réforme vise à offrir au Parlement une meilleure visibilité dans les choix budgétaires et à améliorer le service public rendu aux citoyens. Elle se caractérise par le changement d'approche qui met l'accent sur les priorités de moyens et de long terme associés à des objectifs de résultats. Cette nouvelle dynamique est connue sous l'appellation de budget programme. Avec le budget programme, le ministre en charge du budget ne sera plus le seul ordonnateur des dépenses publiques. Ce pouvoir sera dévolu à tous les membres du gouvernement. Une innovation parmi tant d'autres, tout comme des contraintes que les ministres sont venus apprendre ce lundi à la faveur d'un séminaire gouvernemental portant sur l'avènement du budget programme. Question pour eux de se familiariser au mécanisme de mise en œuvre de ce nouveau type de gestion budgétaire. C'est un budget qui va s'étaler sur 3 ans. Plutôt qu'une année aujourd'hui. C'est un budget aussi où il va y avoir plusieurs indicateurs de performance et où le contrôle sera plus affirmé. Le contrôle du Parlement également sera plus étendu. C'est en réalité un travail qui se base sur la performance et chaque fois que nous serons performants, il y aura l'opportunité donc d'avoir des ressources qui permettent d'aller de l'avant. Il faut des indicateurs pour mesurer l'impact de la dépense sur le vécu quotidien de nos concitoyens. Cette innovation vient pour véritablement permettre à tous les acteurs de réaliser un bon qualitatif et donc c'est à saluer. Dans l'espace UEMOA, le budget programme est déjà opérationnel au Mali, au Niger et au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, le processus de basculement est piloté par la Direction générale du budget et des finances. Sur les 8 textes préalables à son avènement, le gouvernement a déjà adopté 2 lois organiques et 5 décrets. Autre actualité nationale, 4 jours de grève à compter d'aujourd'hui, mardi 14 mai 2019. C'est une décision de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'oppose à cet arrêt de travail. La ministre Kandia Camara a donc animé hier à son cabinet une conférence de presse. Le point avec Christelle Bédédia et Grace Kando. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, projette une grève à compter de ce mardi 14 mai. La COSEFSI, secteur éducation-formation Côte d'Ivoire, a depuis le mois de novembre entamé une lutte pour revendiquer 5 points. L'amélioration des indemnités de logement, la suppression des coûts de mercredi, la révalorisation au double des indemnités liées aux examens de fin d'année, le paiement des 500 000 francs
aux enseignants ex-contractuels et la réintégration du résiduel de 91 qui ont été radiés pour faire des grèves. Ces différents points de revendication ont déjà été portés à la connaissance du gouvernement. Un séminaire a été organisé à Grand Bassam du 10 au 13 avril 2019 avec l'ensemble des syndicats du sous-secteur éducation-formation, dont la COSEPSI, pour finaliser les négociations sur les différents points de revendication. Les conclusions de ce séminaire sont sur la table du gouvernement qui est en train de les examiner afin d'y apporter des réponses. Par ailleurs, la ministre Kandia Camara met en garde tous les enseignants sur l'observation de ce mot d'ordre de grève. Tous ceux qui se mettront en grève, nous allons considérer que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent plus être dans le corps des enseignants. Nous allons estimer que ce sont des gens qui n'ont plus leur place ici. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des formateurs. Ils ont d'autres desseins, ils ont d'autres objectifs. Ils n'ont plus leur place ici. Donc, à la suite de cette grève, non seulement, évidemment, il y aura des ponctions sur des salaires. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Mais je vais purement et simplement les remettre à la disposition de la fonction publique. Du fait des perturbations engendrées par les grèves, un réaménagement a été adopté. Il s'agit du découpage de l'année scolaire en 2 semestres et les examens du CPE prévus pour se dérouler le 5 juin prochain auront lieu finalement le 1er juillet. Les dates des autres examens restent inchangées. À noter que cette grève des enseignants n'est pour l'instant pas suivie. Nos reporters ont visité ce matin 2 établissements secondaires du district d'Abidjan, notamment le lycée moderne de Trècheville et le lycée municipal de Marcory. Les professeurs ont dispensé normalement les cours ce matin aux apprenants. Nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Cette rencontre vise à améliorer le niveau d'anglais des élèves de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Et à l'issue des échanges, les professionnels de l'éducation ont recommandé une plus grande implication des professeurs d'anglais et des apprenants. Michel Digré. Après plusieurs décennies de l'enseignement de la langue anglaise en Côte d'Ivoire, les professionnels du secteur veulent améliorer la qualité des cours dispensés aux apprenants. Enseignants ivoiriens et africains, le temps d'un forum identifie des pistes de solutions. J'ai fait un exposé sur comment est-ce que les professeurs peuvent humaniser encore plus leur enseignement, comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec les étudiants de sorte à les mettre au centre du processus d'apprentissage. Le professeur d'anglais aujourd'hui n'est plus celui qui va enseigner la grammaire ou le vocabulaire ou simplement, mais un professeur d'anglais doit être un leader. Un professeur d'anglais doit pouvoir apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat à un élève ou un étudiant. Un professeur d'anglais doit être à même de comprendre la société afin de faire passer le message. Ce n'est pas simplement un professeur qui vient en classe pour dire « good morning class, hello » et puis à la fin, après la terminale, il n'y a plus d'anglais. Cette conférence vise à jeter les bases d'un espace de réflexion et de partage intellectuel réunissant des acteurs de l'enseignement de l'anglais. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Un mot sur cet atelier de renforcement des capacités pour la pré-revue des acteurs de la société civile du secteur éducation-formation. Environ 40 organisations ont participé aux travaux à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les explications de Djeneba Ouattara et Léon Brou de RTI Bouaké. À travers le plan sectoriel éducation-formation PSE 2016-2025, le gouvernement entend assurer une éducation et une formation de qualité. Objectif, améliorer le capital humain et l'emploi des jeunes. Depuis 2017, une revue de ce plan sectoriel est organisée avec l'implication de la société civile. C'est dans ce cadre qu'a lieu le présent atelier de Yamoussoukro. Au menu,
bilan des activités 2018. Pour notre rôle en tant que coalition, c'est de pouvoir sensibiliser la population, faire des plaidoyers auprès de l'État de sorte que ils puissent pouvoir mettre les moyens nécessaires qui permettent de pouvoir développer l'éducation. Tout ce que le ministère de l'Éducation nationale a mis sur place pour que les enfants de Côte d'Ivoire sachent lire, nous sommes venus ici pour présenter cela, puis projeter ce qu'il y a à faire pour aider le ministère de l'Éducation nationale. CEFA s'est donné aussi pour mission de renforcer la capacité de la société civile africaine pour mieux s'engager dans le dialogue politique sur les questions éducatives. L'atelier de Yamoussoukro sur l'éducation pour tous pour surtout préparer la revue du plan sectoriel éducation-formation au titre de l'année 2019. Y participent à toutes les régions du pays. Il y a une méthode d'enseignement qui est actuellement en Belgique et qui vraiment fait de très bons échos, qui est la perspective actionnelle. Elle consiste pour les apprenants depuis le bas âge déjà s'orienter sur ce qu'on deviendra dans la vie et non déjà de faire une formation à de long terme et après être à la maison sans rien avoir. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous est une organisation de la société civile qui regroupe des entités actives en éducation. Mettons le cap à présent sur Guinglo-Sropan dans la région ouest du pays. Plongé pendant une trentaine d'années dans l'obscurité, ce village est désormais heureux de bénéficier de l'électricité. Les populations de Guinglo-Sropan ont ainsi remercié les actions du président de la République Alassane Ouattara à travers la politique d'électrification rurale initiée depuis 2013. Walter Amadou Ouattara. Tiemesson, dans la sous-préfecture de Guéibli, département de Diokoué, Aboulaye exerce son métier de soudure métallique grâce à l'électricité. Avec le courant électrique, on arrive à brancher beaucoup de machines par rapport au groupe relais. Tu peux avoir un groupe relais à 400 000 francs, le compteur tu peux l'avoir à 200 000 francs. Et ta facture s'élève souvent à 40 000 francs, 50 000 francs. Donc, en camion, tu peux dépenser au moins 80 000. Souvent, il y a des pannes aussi dans le groupe électrogène qu'on n'arrive pas à avoir dans l'électricité. C'est encore très avantageux par rapport au groupe électrogène. Olga, vendeuse d'eau, et Ali, boutiquier, ont vu leurs revenus augmenter relativement à la disponibilité de l'électricité à Tiemesson. Maintenant, il y a courant, on vend de l'eau glacée, on regarde télé. Quand il fait chaud, il y a beaucoup de clients, ils vendent l'eau glacée, bissap, nyamakou, tout, 6 000, 5 000, 10 000 même par jour, ils peuvent vendre. En tout cas, ça va. Priska, l'une des tresseuses du village, n'utilise pas encore l'électricité pour mener ses activités. Cependant, elle bénéficie des retombées de l'électricité. La raison, plusieurs clientes sont venues se faire belle pour prendre part à la fête de la lumière à Guinglo-Sropan, village voisin. Les clientes qui sont venues se faire tisser, coiffer, se rendent belles pour aller à la fête. Le courant pour moi, c'est le développement, donc en tout cas, je suis heureuse. Après 33 ans d'attente, les populations de Guinglo-Sropan savourent désormais les avantages liés à l'utilisation de l'électricité. La mise sous tension électrique de ce village a donné lieu à une réjouissance collective, l'occasion pour les cadres de formuler des doléances. Merci au ministre des Affaires présidentielles qui nous a appuyés depuis 2015 dans la quête de l'obtention de la lumière de Guinglo-Sropan. Madame la représentante du ministre des Affaires présidentielles, nous vous prions de nous aider à faire obtenir la lumière pour le village de Binao. Qu'il y ait dans ce village l'arrivée de 2 infirmiers et une sage-femme, parce que ce village a un centre de santé depuis des décennies, mais qui n'est pas fonctionnel. Au nom de Tiéné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, patron de la cérémonie, sa représentante Nadine Nyeba, directrice des ressources humaines à la présidence de la République, a réaffirmé l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à œuvrer pour le bien-être des populations. L'objectif de faciliter l'accès à l'électricité aux ménages économiquement faibles par un échelonnement du coût du branchement sur une période de 3 à 10 ans. L'objectif d'amoindrir le coût de l'électricité pour les ménages à faible revenu
qui se traduit depuis le 1er janvier 2019 par une réduction de 20% de la facture pour 850 000 familles abonnées au tarif domestique social de 5 ampères. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est à la tâche. Son souci est de développer la Côte d'Ivoire et de lutter contre la pauvreté. Reconnu officiellement village, vers 1986, Guinglo-Soropan est à présent connecté au réseau électrique national. La joie des populations est indescriptible. Les enseignants nous fuient parce que quand ils viennent ici, ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler sur les torches, ils ne peuvent pas travailler sur les lampes, donc ça fait qu'on a problème d'enseignants. Mais avec la lumière, ça va nous permettre de garder nos enseignants dans le village. Avec la lumière, nous allons mener des activités commerciales. À les élèves qui vont profiter de la lumière, qui vont étudier, qui ne vont plus utiliser les lampes à pétrole. C'est le seul village sur notre axe qui n'avait pas de lumière. Prestations d'artistes tradis modernes et de masques laissent entrevoir le bonheur de la population à passer la première nuit dans la lumière. À présent, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le 5 avril 2019, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement recevant tous les syndicats du secteur éducation-formation, avait défini un cadre de discussion des points de revendication en vue de l'apaisement du climat social dans les établissements scolaires et universitaires. Ce cadre a pris en compte la tenue d'un atelier à Grand-Bassam du 10 au 13 avril 2019 consacrant l'aboutissement du processus d'échange déjà entamé au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ainsi, suite à la production du rapport de synthèse des travaux du dit atelier qui lui a été remis et conformément à la procédure convenue d'abord partie, Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, convoque tous les responsables syndicaux signataires ayant pris part à l'atelier le vendredi 17 mai 2019 à 15h au cabinet du ministre, 6 au 28e étage de la Tour D. Signé Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ramadan 2019 en Côte d'Ivoire. La Première Dame apporte son soutien à la communauté musulmane. Dominique Ouattara lui a offert des kits alimentaires composés de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et de lait. Des dons d'une valeur estimée à 55 millions de francs CFA. Abou Sanogo. La Première Dame Dominique Ouattara apporte son appui à la communauté musulmane pour le jeûne du mois de Ramadan. Elle a fait des dons composés de sacs de riz, de cartons de sucre, de boîtes de lait, de bidons d'huile et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les remettant aux bénéficiaires au cabinet des Children of Africa, la représentante de la Première Dame a traduit le soutien et la solidarité de Dominique Ouattara à la communauté musulmane. Avec humilité, elle accompagne votre effort. Madame Dominique Ouattara souhaite que ces dons que vous allez recevoir vous permettent de mener convenablement le mois de Ramadan à son terme. Ce mois de Ramadan doit permettre à chacun de nous de renforcer sa foi et d'implorer la clémence de notre Seigneur pour notre pays. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié la donatrice et le président de la République pour toutes leurs actions en faveur de la population musulmane. Au nom de tous les bénéficiaires, nous lui adressons nos remerciements. Et c'est devenu une tradition pour nous aussi, à l'occasion du mois béni du Ramadan, de bénéficier des dons de la Première Dame. Cet acte de partage nous va droit au cœur. C'est pour cela que nous prions le Seigneur. À l'occasion de ce mois béni, nous prions le Seigneur pour la Première Dame, ainsi que pour son mari, et surtout, nous prions également pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces dons sont destinés à 10 guides religieux et imams, 50 mosquées des communes du district d'Abidjan et environ 40 associations et ONG musulmanes et à quelques villes de l'intérieur.
Toujours au chapitre religion, la célébration du 70e anniversaire de la paroisse catholique Saint-Louis d'Adiaké dans la région sud-est du pays. Cet anniversaire a été marqué par des prières d'exaltation à Dieu. Éric Goré. La paroisse Saint-Louis d'Adiaké dans le diocèse de Grand-Bassam a 70 ans. Cette décennie au service de la foi chrétienne célébrée par les fidèles venus de plusieurs localités. Nous célébrons, je vais dire, un âge de maturité et en même temps aussi, sa particularité, c'est la ferveur, la disposition des chrétiens à vouloir vivre leur foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans notre paroisse. C'est parce que tout simplement, la foi est en train de grandir dans le cœur des chrétiens et cela les pousse à des actions pour un confort au niveau spirituel. C'est en 1949 que des missionnaires français et italiens, appuyés d'autochtones, ont bâti l'église Saint-Louis d'Adiaké. La célébration des 70 ans de la paroisse a vu la participation d'illustres personnalités, dont l'évêque du diocèse de Grand-Bassam et le maire de la commune d'Adiaké. J'ai apprécié vraiment l'homélie du monseigneur Raymond Awa, qui a appelé au travail, à l'union, à la solidarité, à l'implication des uns et des autres pour faire avancer leur communauté. Ma volonté, c'est que les gens soient ensemble, que les gens soient solidaires. Adiaké a donné naissance à la paroisse d'Assini, à la paroisse de Thioboué et ainsi de suite à plusieurs paroisses. Et à l'occasion des 70 ans, nous constatons qu'il y a une croissance de cette paroisse sur le plan spirituel, sur le plan développement et puis des rapports entre les communautés d'ici. 70 ans de la paroisse Saint-Louis d'Adiaké, des fidèles, témoins de la construction de l'édifice religieux, ont été distingués. On faisait le point avec Éric Goré et Moussa Konaté. Environ 1000 pages pour témoigner des miracles de la Vierge Marie, Mère du Christ. Cette œuvre littéraire intitulée « Quand Marie, Mère de la Charité chrétienne apparaît » a été présentée il y a quelques jours à la presse ivoirienne par Arsène Angelbert Ablot. Cette cérémonie de dédicace s'est déroulée à l'oratoire Marie, Mère de la Charité chrétienne dans la commune de Cocody. Franck Quadio. La tranquillité habituelle de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, troublée avec joie d'ailleurs par les fidèles chrétiens. Ce lieu, un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, abrite à ce jour la dédicace d'un essai liturgique consacré à l'œuvre de la Mère du Christ, quand Marie, Mère de la Charité chrétienne, apparaît. Elle est venue pour briser tous ces liens-là et nous sauver de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le manque d'amour. Et quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charité. Et c'est ça qu'elle est venue nous enseigner, la charité. Donc dans le tome 1, je parle de sa mission. Maintenant, quand elle vient, il y a l'œuvre qui est consécutive à sa mission, qui est la construction d'une fondation, l'Arche des enfants perdus de l'Immaculée Conception, qui va recueillir tous ces enfants qui ont été rejetés. 2 tomes de plus de 1000 pages. L'auteur, comme plusieurs fidèles unis autour de l'œuvre mariale, se dit être convaincu de l'authenticité des apparitions de la Vierge Marie. La Vierge, elle apparaît où elle veut, quand elle veut, sur les continents et dans n'importe quel pays. Mais quand elle apparaît quelque part, c'est qu'il y a un problème. Et donc pour ce problème-là, elle se donne un nom, en fonction de sa mission. La nôtre, par rapport à la sorcellerie, à tous ces liens qu'il fallait briser, elle est venue ici en tant que Marie-Mère de la Charité chrétienne. Une séance dédicace, mais aussi un moment de communion fraternelle, ponctué de chants et de témoignages. Un instant de solennité salué par le parrain spirituel, Monseigneur Pierre-Marie Coty, qui relève la portée de l'œuvre. Jésus qui est Dieu, qui est venu pour nous sauver, le cœur de sa mère a été mis un peu en retrait. Mais le temps est arrivé où vraiment, comme dit Jésus même, on ne peut pas aimer le Fils Jésus sans aimer sa mère qui est Marie. Auteur d'une dizaine d'œuvres littéraires en théâtre, roman et poésie et de plusieurs prix littéraires obtenus en Afrique et en Europe, l'auteur Arsène Angelbert Ablot consacre aujourd'hui sa plume à la cause ecclésiale, une première production du genre qui sera selon lui suivie de plusieurs autres.
Un tout autre sujet à présent, la Banque africaine de développement, toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire, la BAD, a réalisé une étude dans le secteur privé et celui des petites et moyennes entreprises. Objectif, faire un diagnostic des activités de ces deux secteurs afin de les développer. Le rapport de cette étude a été présenté récemment au secrétariat d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. Les explications de Éric Goré. Le rapport de l'étude sur le secteur privé et le financement des petites et moyennes entreprises, PME, remis au secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises. Cette étude met en relief les difficultés de ce secteur et propose des solutions idoines. L'étude réalisée par un cabinet privé est financée par la Banque africaine de développement, BAD. Nous souhaitons que cette feuille de route soit rapidement mise en œuvre. Nous, en tant que banque de financement, banque de développement, nous allons apporter tout notre appui au gouvernement pour mettre en œuvre cette feuille de route, surtout que, je l'ai dit, les préoccupations relevées dans cette étude sont des préoccupations continentales et la Banque africaine de développement, qui est la première banque de développement de ce continent, ne peut que accompagner le gouvernement ivoirien pour financer et mettre en œuvre cette feuille de route. Après avoir reçu ce rapport, le secrétaire d'État chargé des PME entend rapidement prendre connaissance et mettre en pratique les différentes recommandations consignées dans ce rapport. Après le programme Phoenix mis en place par le gouvernement, il était important de savoir qu'est-ce qui bloque, comment nous pouvons faire avancer l'ensemble de ce programme. Et je crois que ce rapport vient à point nommé pour nous permettre d'avancer. Le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME a été créé en 2018. Sa mission est de booster ce secteur qui a payé un lourd tribut pendant la crise post-électorale. Plusieurs questions au cœur de la première session du conseil municipal d'Adjamé. Il s'agit de la sécurité, l'emploi des jeunes et la salubrité. Le point avec Pierre Dipomélin et Issaïeo. Nous sommes au boulevard Nangia-Brougua à Adjamé. Piétons, vendeurs à la criée et véhicules se disputent la chaussée. Des étals occupent les trottoirs. Difficile de se frayer un chemin. On nous chasse et puis on revient. Parce que nous ne savons pas où on va partir. Donc si le nouveau maître est venu, je trouve place pour nous où on va vendre. On ne va plus revenir encore sur la route. C'est un maire que nous avons sollicité. On veut qu'il nous aide vraiment pour qu'il y ait la sécurité à Adjamé. Voilà, pour la fluidité de la route aussi, parce qu'on a des clients aussi qui se plaignent de la route à Adjamé, il n'y a pas de route. Les questions de la fluidité des voies, la sécurité ainsi que de l'emploi des jeunes ont justement été au cœur du tout premier conseil municipal d'Adjamé depuis l'installation du maire Soumaoro Farikou en décembre dernier. Dans les semaines à venir, vous allez aussi constater qu'au niveau du fameux boulevard Nangia-Brougua, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait la mobilité, pour qu'il y ait vraiment l'accès facile au marché. Il faut assainir, il faut mettre de l'ordre pour que ce marché-là soit fréquenté par l'ensemble, pas des Ivoiriens seulement, mais de la sous-région. Le maire Soumaoro Farikou et son conseil municipal ont déjà pris leur marque à travers la réhabilitation, l'équipement et l'extension de la mairie. De nombreuses actions sociales sont également annoncées. Il y a des chapitres relatifs aux jeunes, des fonds sociaux adressés aux jeunes, aux femmes, aux hommes. Il y a des prix à l'endroit des élèves, des prix d'excellence à l'endroit des élèves et des enseignants. La commune d'Adjamé est estimée à près de 400 000 habitants, selon le recensement de 2014. Un magazine d'information communale est mis à la disposition de la population. Le maire annonce Adjamé FM, une radio qui va donner de la voix les prochains jours. Hors de chez nous et en images, 5 manifestants et un militaire tués la nuit dernière à Khartoum au Soudan, quelques heures après une percée dans les pourparlers sur la transition politique. À noter que les représentants de la contestation et les généraux au pouvoir doivent poursuivre aujourd'hui ces discussions. La France rend aujourd'hui un vibrant hommage aux 2 militaires tués en libérant récemment des otages au Burkina Faso. Il s'agit de Cédric Pierrepont et Alain Bertoncello. La cérémonie s'est déroulée dans la cour des Invalides en présence du président de la République Emmanuel Macron.
Enfin, les États-Unis, où un tribunal d'Oakland, en Californie, a condamné pour la 3e fois le groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto. À noter que cette fois, le groupe allemand va devoir verser la somme record de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à un couple californien atteint d'un cancer après avoir utilisé son herbicide, le Roundup, dans son jardin pendant des années. Voilà, RTI.ci, c'est notre site internet. Nous vous invitons à le visiter à tout moment. Merci de nous avoir suivis.